Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans mon émission d'auteur à auteur et aujourd'hui d'autrice à autrice puisque j'ai la joie d'accueillir Aurélie Godefroy qui vient de sortir un livre, c'est tout récent, janvier de cette année. D'ailleurs, je vous montre la couverture qui se nomme Amoureuse. Donc, nous allons parler d'amour et ça tombe bien puisque nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin. Bonjour Aurélie, je suis ravie de Bonjour t'accueillir. Patricia, bonjour à tous, bonjour. Alors Aurélie, donc tu viens d'écrire ce livre qui s'appelle Amoureuse, donc qui va parler d'amour. On va explorer un petit peu ce sujet au sens large du terme, mais aussi en termes de relations amoureuses. Mais qu'est-ce qui t'a mobilisé pour avoir envie d'explorer ce sujet en 2024-2025? Plusieurs choses. Bon, en fait, à titre personnel, comme beaucoup de personnes et de femmes notamment, l'amour, c'est toujours un sujet qui interroge, hein. Je pense que par nos propres expériences, on se pose beaucoup de questions. Et en fait, tout a démarré quand même il y a bientôt 15 ans quand j'ai écrit mon 1er livre. En fait, c'était une commande, on m'avait demandé de l'écrire, c'était Kalman Levy, sur les religions, le sexe et nous. Et donc en fait, le but de ce livre, c'était de reprendre des textes sacrés, donc la Bible, le Coran, les sutras du bouddhisme, pour chaque tradition, donc les traditions monothéistes, mais aussi les traditions plus orientales. Et en fait, forcément, évoquer la sexualité et les religions, c'était évoquer la femme et les religions. Et en fait, bon, ça a été un travail vraiment colossal. C'est le livre qui m'a demandé le plus de mobilisation, mais pendant 3 ans, j'ai dû lire des textes sacrés, faire appel à des anthropologues. Enfin, je voulais vraiment que ce soit très sérieux comme travail. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un dénominateur commun à toutes les religions, en tout cas monothéistes, moins dans l'Orient, mais qu'en fait la femme était vraiment celle qui était la cause de tous les maux, qui était impure par ses règles, qui voilà, qui pouvait générer le mal, le péché, enfin. Et donc ça m'a quand même beaucoup questionnée, et c'est de là d'où c'est parti. C'est mais pourquoi depuis la nuit des temps la femme dérange autant, voilà, par son désir, son plaisir. Qu'est-ce qui fait que des sociétés patriarcales jusqu'à aujourd'hui, il y a autant de problèmes? Et effectivement, donc dans mon livre, il y a deux parties. Une partie assez historique où je parle même de la mythologie pour montrer que vraiment, depuis la nuit des temps, il y a beaucoup d'archétypes et d'images qui sont véhiculées sur les femmes, jusqu'à aujourd'hui où bon, il y a eu ce fameux mouvement MeToo, mais où est-ce qu'on en est? En fait, c'était ça aussi qui m'intéressait, de voir s'il y avait eu une évolution ou pas, est-ce que les hommes pouvaient se comporter différemment ou pas? Comment réagissaient aussi les femmes? Donc en fait, c'était faire un petit état des lieux de l'amour aujourd'hui, mais vraiment en mettant en perspective par rapport à l'histoire millénaire qu'on a connue. Oui, alors pour te situer un petit peu, puisque là je ne t'ai rien dit, je n'ai rien dit de ce que tu fais, entre autres, mais tu as un parcours de journaliste, de réalisatrice, d'animatrice d'émissions télévision, notamment de sagesse bouddhiste que tu as animé sur France 2 à un moment de ta vie. Donc Que on je voit continue bien, et que tu continues, oui. oui, oui. Et donc, on comprend qu'il y a vraiment une recherche autour de ces sujets-là et on se rend compte qu'on part de loin parce que tu nous ramènes le côté religion. Et est-ce que justement, la première chose qui a bousculé, c'est le fameux Adam et Ève, et donc Ève qui est finalement la pécheresse parce qu'elle amène une connaissance qui n'existait pas avant. Est-ce que ça part de là dans une forme métaphorique finalement? Qu'est-ce que ça veut dire ça dans ton exploration pour toi? Bah, ça part de là, entre autres, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est, en général, quand on simplifie, on parle du péché originel, mais ce qu'il faut préciser, encore une fois, quand on relit le texte, hein, c'est qu'Ève, elle a juste voulu croquer le fruit de la connaissance. Attention, donc au départ, c'était absolument pas, d'ordre sexuel. C'est ensuite qu'il y a eu, bon, beaucoup d'interprétations,
Mais au départ, c'était pas ça. Elle a voulu connaître, en fait. Donc effectivement, Ève ayant voulu connaître, Ève et sa descendance, ont toujours été celles qu'il fallait condamner, puisque à la fois elles en savaient trop et en plus elles avaient cette capacité d'enfanter. Donc ça aussi, ça a été un grand problème pour les hommes, c'est que les femmes pouvaient mettre au monde des enfants, donc des lignées familiales sur lesquelles ils n'avaient pas toujours le pouvoir. Donc on en revient toujours à cette question de pouvoir, d'ego et de mainmise quelque part des hommes sur les femmes. Oui, et j'ai vraiment aujourd'hui l'impression, je suis pas la seule, c'est une transformation de conscience qui est en train de se faire et qui nous implique, d'ailleurs qu'on soit homme ou femme, à revisiter cette notion de pouvoir et qui, dans une relation amoureuse finalement, peut se mettre très très vite en place, quelles que soient les cultures, ou est-ce qu'il y a quand même des cultures où c'est plus évident que d'autres, ce positionnement de prise de pouvoir sur l'autre? En fait, moi, je connais pas toutes les cultures du monde, donc c'est vrai que je peux pas répondre de manière exhaustive. Mais concernant les religions, c'est vrai qu'il y a des religions qui sont plus tolérantes que d'autres, par exemple, hein. Moi, c'est vrai que tu l'as souligné, je parle beaucoup du bouddhisme notamment, enfin des traditions orientales parce que c'est un sujet que je connais bien. Dans le bouddhisme, en fait, il y a juste une règle, concernant, l'amour et la sexualité, c'est ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Donc voilà, c'est même une règle d'or, une règle qu'on peut retrouver partout, une règle éthique qu'on ferait bien d'appliquer même dans notre monde aujourd'hui contemporain et pas seulement en ce qui concerne l'amour, mais pour les traditions orientales, c'est plus comme ça. Après, bon, bien évidemment, je vais pas rentrer dans le détail des histoires de caste en Inde où là, bien évidemment, c'est très compliqué, mais au départ, par exemple, bon là, ça on est plus dans l'hindouisme, mais dans le bouddhisme, en tout cas, c'est assez simple concernant l'amour. Après, moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une émancipation concernant les traditions plus monothéistes et donc plus occidentales, même si il y a quand même des grandes surprises. Je prends l'exemple, alors je sais plus, je crois que j'en parle dans mon livre, des bals de pureté aux États-Unis. Si tu as 2 minutes, j'explique ce que c'est. Vas-y. Et on a vraiment ce paradoxe, puisqu'en fait, il faut savoir que les États-Unis sont le pays le plus important en ce qui concerne la production de films pornographiques et en même temps le plus puritain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des bals donc de pureté ou de virginité, où en fait, il y a un espèce de simulacre où la jeune fille est amenée lors d'une cérémonie par son père à un autel et en fait, elle doit jurer de rester vierge jusqu'à son mariage et son père lui remet un anneau, enfin bon. Et donc en fait, ça c'est quelque chose qui a vraiment cartonné dans les années 90, mais même en Australie, Nouvelle-Zélande, enfin c'était très très important. Donc en fait, on a cette espèce de paradoxe. Moi, je dirais qu'on est en fait c'est à l'image de notre société actuelle, où en fait, il y a les deux extrêmes à chaque fois, hein. La pornographie qui est très très présente, mais là même en France, c'est ce que j'explique avec les jeunes enfants qui ont accès de plus en plus tôt et où ça crée des dégâts absolument considérables. Et en même temps, une autre forme de radicalisation où les personnes peuvent aussi se renfermer de plus en plus et s'orienter vers un célibat qui est vraiment de plus en plus choisi. Ça, c'est aussi ce que j'ai noté dans l'évolution des pratiques amoureuses d'aujourd'hui. Oui, tu sais, ça me donne un peu cette impression. Il fut un temps où, avant de passer à un acte plus intime sur le plan sexuel, il y avait au moins 1 an de fiançailles, en tout cas dans certains endroits, histoire de se connaître, de se rencontrer. Et combien de fois j'entends des jeunes filles ou des femmes qui sont finalement déçues parce que parfois on passe vite à la relation plus intime et derrière, hop, il y a des nouvelles manières de rompre. D'ailleurs, tu en parles dans ton livre. Ils finissent tout par le ing, comme si c'était ouais. ce serait intéressant d'en parler aussi, parce que ça, c'est quand même assez récent comme manière de faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une envie de construire sa relation sentimentale autrement que juste on se voit, on couche ensemble et puis basta?
Ah si, bien sûr, bah, ça dépend des personnes comme toujours et ça a toujours été le cas, depuis la nuit des temps, les hommes, trompent leurs femmes, les femmes peuvent aussi, même si c'est plus difficile pour elles, tromper leur mari. Enfin voilà, l'infidélité a toujours existé. Mais, c'est vrai qu'en fait, chez les jeunes en tout cas, c'est assez intéressant de voir, bon, ceux qui ont à peu près 20 ans, 25 ans, justement qu'il y a un espèce de refus après cette surconsommation sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres, un refus de rentrer dans ce mécanisme-là et effectivement de juste, comme tu dis, consommer, voilà, coucher ensemble et passer à autre chose. Enfin, je pense qu'il y a eu une génération entre guillemets Kleenex qui a fait beaucoup de dégâts. Et là, j'ai le sentiment que les jeunes reviennent vers quelque chose d'un peu plus pur, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas plus riche, c'est-à-dire qu'en fait, où il y a pas uniquement le sexe qui compte, mais il y a vraiment, l'envie de partager et bah, après il y a peut-être différentes, raisons à cela, hein. Moi, je me dis que alors c'est une supposition, je sais pas ce que tu en penses, mais après le covid, où on a tous été tellement, séparés les uns des autres, quand on est en couple aujourd'hui ou quand on se rencontre, en tout cas, il y a peut-être l'envie de partager plus que uniquement l'acte sexuel, en tout cas, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, ça m'évoque le fait de la relation qui a aussi un aspect sacré, même Mmh. si on ne le dit pas forcément comme ça en fonction de son expérience et de sa culture, mais l'envie justement d'être plus considéré, plus respecté dans son féminin comme dans son masculin. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en émergence de ce côté-là. Est-ce que ça t'a donné aussi cette exploration, cette impression-là? Tout à fait, tout à fait. Bah, disons que ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, j'allais dire, c'était réservé uniquement au milieu, «initié» entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fallait s'orienter vers certains auteurs, certaines moi je pense à Runa Lipschitz qui parle de ce sujet depuis très, très longtemps, Paul Salomon aussi qui a beaucoup parlé du couple sacré et en fait, bah, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais encore une fois, enfin à mon sens, c'était pas accessible au grand public. C'était pas quelque chose qui était, forcément très connu. Il fallait, engager une quête pour, découvrir un petit peu, cette sexualité, sacrée, ce slow sex aussi, puisqu'on l'appelle aussi comme ça. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il me semble qu'avec enfin, cette vague concernant le féminin sacré, où en fait on dit clairement qu'il faut se réapproprier son corps et faire les choses en conscience, quelle qu'elle soit, que le corps est un temple sacré, l'acte sexuel ne peut pas être anodin. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, j'en connais moins, mais je nourris l'espoir que ce soit aussi le cas chez les hommes. Et en fait, moi, je pense que voilà, ce masculin sacré doit aussi s'exprimer dans cette sexualité. C'est très important, effectivement, comme tu le soulignais, pour qu'il y ait plus de respect, plus d'égalité, et aussi une sexualité, à mon avis, qui doit être plus réjouissante que simplement automatique et qui nourrit à la fois le cœur, l'âme, l'esprit. En fait, l'idée, et là, on rejoint Annick de Souzenel qui parlait du grand retournement, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses derniers livres, et où elle parle de verticalisation, c'est-à-dire que pendant longtemps, tout a été horizontal, ce qui a favorisé notamment la violence, les guerres et tout ça, et qu'il fallait se verticaliser pour justement avoir cet alignement esprit, cœur, corps et je trouve ça très intéressant en fait. Mmh. Ouais, et on voit bien que en fait, les visions de l'amour côté homme ou côté femme n'ont jamais été tout à fait les mêmes. D'ailleurs, on a vu apparaître Mars et Vénus, voilà, comme Mmh. exploration, etc. Mais dans ton exploration, est-ce que tu as l'impression que les visions quand même se rejoignent, évoluent, que ce soit vu du côté de la femme, vu du côté de l'homme, ou est-ce qu'on en est toujours un petit peu à la même dynamique qu'il y a 100 ans, ou je dirais pas la préhistoire quand même, mais Non, 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 peut-être même pas 100 ans, c'est-à-dire qu'en fait, bon, on est, de facto héritiers et héritières de ces sociétés patriarcales et qui ont fait beaucoup de mal et encore,
Oui, peut-être 50 ou 40 ans, ça a fait des dégâts terribles. Maintenant, moi, le sentiment que j'ai eu et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal d'hommes qui se procurent mon livre et du coup qui me font des retours et qui me disent en fait, qu'ils prennent conscience plus tard que les femmes de la valeur de l'amour, mais dans tous les domaines. Donc en fait, pour, la faire courte, ils s'amusent un peu plus longtemps, ils sont indécis un peu plus longtemps et un de mes amis me disait: «Mais, vous les femmes, vous savez ce que vous voulez beaucoup plus vite, dans votre vie, alors que nous, on tâtonne, on cherche un peu plus». Alors, est-ce que ça rejoint la question de la maturité? Je ne sais pas, mais moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc en fait, c'est pas que c'est complètement fichu, loin de là, pour les hommes, mais je pense qu'en fait, il y a une forme de sagesse et une expérimentation de l'amour qui est plus en adéquation avec la femme, en fait, à partir d'un certain âge. Mais quand, oui, non, quand ils sont plus jeunes, ils mettent plus de temps à chercher, oui, à tâtonner pour trouver, pour savoir déjà peut-être ce qu'est le sentiment amoureux et puis, bah, aussi être prêt à vivre cette, grande expérience. Parce que c'est pas une aventure la vie à 2. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, enfin, j'ai constaté que souvent, aujourd'hui, on est peut-être plus confronté à une difficulté d'engagement sur des relations plutôt à long terme qu'il y a quelques années en arrière. Mmh. Est-ce que ça, c'est aussi ton impression? Oui et pas seulement de la part des hommes. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que, notamment pour les femmes et moi je peux enfin j'en témoigne, hein, j'en suis un exemple. C'est vrai qu'en fait, justement, je crois qu'en tant que femme, on a tellement été, entre guillemets, un peu effrayées par l'exemple de nos grands-mères, de nos mères, enfin, qui étaient, vraiment circonscrites dans une bulle familiale qui était, entre guillemets, «dirigée» par, l'homme, qui a un vrai désir d'émancipation depuis quelques années et justement le fait que les femmes travaillent, s'assument et des fois c'est pas évident, encore une fois, parce que franchement, surtout quand il y a des enfants à élever, mais en fait, ça passe en priorité. C'est-à-dire que pour elles, c'est vraiment important, avant tout d'être indépendante et après de rencontrer la personne. Mais du coup, moi je pense que c'est pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que si elles décident vraiment de s'engager avec quelqu'un, c'est qu'elles le feront pas par nécessité ou par, utilitarisme, matérialisme, comme ça c'était le cas il y a quelques années encore ou quelques décennies. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment envie de s'engager parce qu'on aime cette personne et qu'on pense, on y croit. Enfin, il y a quelque chose à construire. Donc c'est en ce sens où je trouve qu'il y a une différence. Après, il y a des hommes, qui ont aussi très envie de s'engager, mais encore une fois, ce que j'ai noté, c'est que ça venait beaucoup plus tard. Mmh. Oui, c'est intéressant justement d'explorer ce que tu explores dans ton livre par rapport à une actualisation en fait des attitudes, des comportements, des personnalités. Mais il y a une autre attitude, celle-là, elle est moins drôle. Est-ce que c'est parce que la femme amoureuse fait peur ou que sais-je, mais ces hommes qui d'un seul coup, tout va bien, puis partent d'un seul coup, ils Mmh. disparaissent ou ils stoppent. Je sais plus le nom en anglais parce qu'à un moment, tu nommes Le pas mal ces hommes. ghosting. Le ghosting, voilà. Ouais. Et qu'il y a des attitudes comme ça qui sont pas faciles à vivre du côté de la femme forcément Bah, et ouais. c'est pas compréhensible. Qu'est-ce que Non, mais tu c'est en même, enfin, pour moi, ça relève, même peut-être du traumatisme. C'est-à-dire qu'en fait, mais ça c'est lié aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres, au fait que justement les rencontres se font moins dans la vraie vie et que c'est beaucoup plus facile quelque part, de rompre, à distance, ou même quelquefois de ne pas rompre et ce ghosting dont tu parles, pour moi, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que la personne disparaît de la vie de l'autre mais même sans explication. C'est-à-dire qu'en fait, laissant la femme se poser la question de savoir: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Enfin, c'est terrible de pas avoir de réponse. Déjà qu'une rupture peut être difficile, mais quand on n'a même pas de raison, à la rupture et que ça arrive de manière très violente du jour au lendemain, effectivement, moi, je pense que ça peut créer des traumatismes. Mais ça, pour moi, c'est lié à au réseau, c'est ce que j'ai un chapitre qui s'appelle «Amour sous algorithme», bah, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, il y a moins de considération, aussi pour l'être humain et c'est absolument terrible.
Mmh. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire par rapport à ce genre de choses, parce que les réseaux ont pris de l'ampleur dans la vie de tout le monde et encore plus avec la période covidique où chacun était chez soi. Donc on voit que c'est vraiment passé dans le domaine commun. Mais comme tu dis, moi je connais des personnes qui ont vraiment été extrêmement touchées, qui sont remises en question fortement dans leur confiance en elles-mêmes, en se disant toujours est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, tu vois, Ouais, c'est la ouais. question qui revient, c'est est-ce que j'ai fait quelque chose de mal qui a suscité une attitude aussi terrible que ça? Ouais, 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 il y a une forme de culpabilité, de culpabilisation aussi, alors qu'en fait, c'est pas de la faute de la personne qui a été ghostée. C'est juste enfin, c'est la personne qui a ghosté, qui a été lâche, qui a pas dit, voilà ce qu'elle pensait ou mais la lâcheté revient beaucoup aussi. C'est ça qui est terrible, hein, parce que, enfin, il y a d'autres pratiques, dont je parle dans mon livre, mais je parle de l'orbiting, par exemple, et c'est juste un petit exemple, mais ces hommes ou ces femmes, mais bon, là, en l'occurrence, on parle plus des hommes, qui, like ou se manifestent régulièrement sur les réseaux sociaux, mais ne vont jamais plus loin. Donc en fait, c'est très, c'est un peu vicieux comme, parce que, bah, l'entièreté d'un rencontre se fait jamais. Mmh. C'est très parcimonieux, et encore une fois, la femme s'interroge: «Mais pourquoi est-ce que, si je l'intéresse, on se voit pas? Pourquoi?» Et c'est vrai on voit souvent ça, c'est les femmes qui se remettent en cause, souvent. Oui, il y a une faculté du féminin à se remettre en cause je trouve Ouais. plus présente que chez l'homme. Par contre, ça amène une autre problématique que je vois aussi et que tu abordes dans ton livre, qui est la dépendance affective. Mmh. Ouais, ça c'est terrible. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, en tout cas dans le livre, c'est parce que la dépendance affective, on en entend beaucoup parler en ce moment. Enfin bon, c'est plus ou moins lié aussi au pervers narcissique qui devient un terme peut-être un peu galvaudé à mon sens, mais bon. Et en fait, c'est vrai que j'ai voulu creuser et savoir pourquoi cette dépendance affective était aussi présente, et c'est vrai que c'est tellement lié à notre histoire familiale et notamment au rôle de la mère, que bon, je pense qu'il faut vraiment, même en tant que parent, se remettre un peu en question sur la manière dont on élève nos enfants et dont on se conduit avec eux, la manière aussi dont on les aime, parce qu'en fait, on conditionne complètement leur schéma futur amoureux, et notamment cette fameuse dépendance. Voilà, donc si un enfant, il y a les 2 extrêmes, hein, a été complètement délaissé par sa mère, bah, il va être en quête toujours d'être rassuré, et en fait, il va vouloir être avec quelqu'un, même si c'est pas réellement d'amour, mais pour, justement se dire qu'il n'est pas seul. Et il y a aussi des personnes qui ont été «surcouvées» entre guillemets, et du coup qui n'ont connu que ça, et pour elles l'amour c'est ça, c'est, être dans vraiment une fusion totale, et c'est aussi une autre forme de dépendance affective, donc c'est un véritable fléau, et c'est pour ça qu'en fait moi c'est ce que je dis, notamment dans le livre: «Apprenez à vous aimer vous-même, à vivre avec vous-même d'abord, enfin retrouvez-vous», parce que on se rend compte que les femmes, entre le travail, les enfants, on n'a pas forcément le temps d'explorer ce qu'on aime, ni qui on est. Enfin, notre intériorité, on a tendance à la laisser un peu de côté, alors qu'en fait, il faut qu'on soit solide. Il faut qu'il y ait vraiment un socle, et ça se nourrit. Ça se nourrit par des lectures, par des rencontres, mais il faut du temps. Donc, enfin, je pense qu'il faut vraiment se garder ce temps-là, et je le mettrai en parallèle, des réseaux, c'est ce que je dis aussi. C'est qu'en fait, le temps qu'on passe sur les réseaux, et en général, ça devient addictif. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à annuler des soirées avec leurs amis, parce qu'elles attendent, justement un message, donc ça, c'est une perte de temps terrible, et ça les empêche d'être dans la vraie vie. Mais c'est aussi, en fait, une énergie qu'on met pas, dans autre chose, en fait. Tout à fait. Et par rapport à la dépendance affective, quels sont Mmh. pour toi les signes qui sont les plus révélateurs, qui font dire attention, là, explorons un peu ce sujet parce qu'il y a de fortes choses qu'on y soit, quoi.
Bah, alors je ne suis pas psy, mais de ce que je me souviens dans ce que j'ai lu, effectivement, il y a le fait, d'être en panique tout de suite dès qu'on n'a pas de nouvelles de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose, qui est assez révélateur. Peut-être une forme de jalousie aussi qui est très marquée. Ça, et donc c'est complètement lié à l'insécurité qu'on peut ressentir lorsqu'on est avec quelqu'un, mais qu'on n'est pas sûr de soi. D'où ce travail, je disais, de travail sur soi et d'estime de soi. Ça, c'est vraiment important. Et la dépendance affective, elle se traduit par je n'imagine pas faire telle ou telle chose ou tel projet sans l'autre. Et là, je pense qu'il faut vraiment se questionner. Oui, sont toi là, tu donnes effectivement trois signes révélateurs qui se disent attention, quoi. Parce que ça rend malheureux ou malheureuse, forcément, d'être dans un fonctionnement comme ça, même dans une relation sentimentale qui est déjà engagée. Bien sûr, parce qu'on est toujours dans la position d'attente. Et en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de reprendre en main justement notre relation et aussi, qui on est, pour ne plus avoir à attendre toujours des nouvelles de l'autre ou l'approbation aussi de l'autre. Parce que la dépendance affective peut aller très loin. Elle peut aussi nous conduire à la maltraitance, hein, c'est sans faire de raccourcis trop rapides, mais en fait, c'est la on se voit uniquement dans les yeux de notre compagnon, quoi. Et ça, c'est ou notre amant, parce que des fois, c'est même pas notre compagnon, c'est c'est un amant qui a une femme, qui a sa vie à côté, et voilà. Mais oui, ça peut, enfin, en tout cas, ça fait souffrir, ça fait terriblement souffrir. Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre un peu de distance et de réfléchir à ça et de se recentrer. Moi, je pense que je pratique la méditation, ça fait du bien quand même de s'octroyer des moments, tous les jours pour, essayer de vraiment se retrouver et affronter, ce genre de choses. Mmh. Oui, puis il peut y avoir des peurs qui viennent de la femme, mais des peurs qui viennent de l'homme aussi. Et du Mmh. coup, c'est pas 1 plus 1 égale 3 ou 8 là, pour le Ouais, coup. Hein, c'est plutôt du manque sur du manque, quoi. Donc, c'est ouais, pas exactement. évident à créer quelque chose que tu amènes dans ton livre, c'est-à-dire l'idée d'avoir une relation amoureuse et sentimentale qui est quelque chose de créatif plutôt que quelque chose qui restreint, que ce soit l'homme ou la femme, en fait. Oui, complètement, complètement. Il y a une métaphore que j'utilise dans le livre, c'est les 2 barques, où, l'idée c'est pas de sauter dans la barque de l'autre, avec, tous nos bagages et tout ça, mais, naviguer ensemble. C'est plus ça, dans la même direction. Mmh, Et mmh. Alors, tu ramenais l'idée de justement la notion de polyamour et de fidélité. Parce que c'est mmh, souvent un petit peu les thématiques où on se promène dans une conscience collective. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces sujets-là? Est-ce qu'on est plutôt dans des tendances fidélité à fond ou polyamour à fond ou les deux, mon capitaine? Qu'est-ce que ça s'est dévoilé dans tes recherches sur ce sujet-là? écoute, j'ai envie de te répondre les 2. Un premier point, déjà, il faut savoir que le terme de polyamour est quand même entré dans le dictionnaire, donc ça date de 2010, mais c'est révélateur, selon moi, qu'on peut plus le nier. Voilà, c'est une attitude, polyamorie, au départ, qui est bien présente. À mon sens, elle a toujours existé, mais elle n'était pas revendiquée. C'était, bien évidemment dans une société complètement corsetée, on s'en vantait pas, on n'en parlait pas. Maintenant, ce que je constate, et je peux avoir tort, hein, mais bien évidemment, c'est qu'il y a une différence entre ce qui se passe dans les grandes villes, les grandes métropoles, et bien évidemment ce qui se passe en province, dans des petites villes plus tranquilles, des petits villages. Et je donnerai qu'un exemple. Enfin, moi, je vois tous mes amis d'enfance. J'ai grandi en Normandie, dans une ville moyenne. Ils se sont mariés quasiment avec leur premier amour, et voilà, ils ont eu des enfants, ils sont très heureux apparemment. Et en fait, tout est sur des rails, en fait. Et ça me fait penser à ce que me disait Christophe André. Il me disait: «Mais à l'époque, il faut savoir que, en tout cas, il y a quelques années et dans ces régions-là, quand on venait au monde, on était quelque part un peu prédestinés
un travail, parce que nos parents, il fallait reprendre des fois l'entreprise ou être dans le même domaine. On rencontrait toujours un peu les mêmes personnes et très vite, on savait où les parents arrangeaient les mariages, donc on savait avec qui on serait. C'était pas forcément des mariages d'amour du coup, mais voilà. Et moi, je me rends compte qu'en province, ça continue quand même, enfin province, je parle vraiment des petites villes de province, pas Lyon ou Marseille, mais c'est encore, on va dire, c'est comme ça. Alors que dans les grandes capitales, notamment Paris, c'est tellement facile d'être dans le polyamour, que c'est beaucoup plus fréquent, bien évidemment. Et c'est une attitude qui est souvent plus celle des hommes, même si je connais aussi des femmes, et ça franchement je comprends complètement, qui ont du mal à se satisfaire uniquement d'un homme, parce qu'elles sont en quête en fait des différentes facettes de l'homme idéal, et on sait toutes que l'homme idéal, ni la femme idéale d'ailleurs, n'existe. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins tabou. En tout cas, c'est vraiment, je sens que les gens en parlent de manière beaucoup plus décomplexée, et c'est assez intéressant, parce que le polyamour, enfin la différence, moi je trouve, avec l'infidélité, c'est qu'en fait c'est revendiqué, c'est-à-dire que les autres personnes que le polyamoureux fréquente sont au courant qu'elles ne sont pas les seules. Et du coup, il y a une forme, même si c'est pas facile à vivre, hein, mais c'est un choix, elles y vont ou pas. C'est au moins une démarche un peu plus honnête que l'infidélité, où on trompe, où on fait croire qu'on est fidèle, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Oui, on sent bien qu'il y a une évolution d'état d'esprit qui ouvre à plus de possibilités aujourd'hui, et ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde va avoir envie de vivre le polyamour, ou de vivre ceci ou de vivre cela, mais ça, et c'est ce que tu nous amènes dans ton livre finalement, c'est aussi d'avoir cette réflexion individuellement sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui dans ma vie sentimentale et amoureuse, et si ça ne correspond pas, je n'y vais pas. Si l'autre de ce qu'il peut m'apporter, je n'y vais pas. Mais par contre, si ça me va, j'y vais. Mais il y a l'idée aussi que tu ramenais là et que j'avais envie de te poser comme question, c'est le prince charmant, parce que on a tous, toutes, en tout cas toutes, je ne sais pas parce que je n'ai pas fait de statistique là-dessus, mais un plus grand nombre sur la vision du prince ou de la princesse charmante. Et où est-ce qu'est-ce que tu as découvert sur ce sujet-là? Est-ce que c'est toujours aussi présent, ou est-ce que vraiment il y a des images qui se cassent et on accepte que voilà, on peut embrasser un crapaud même s'il ne se transforme pas en prince charmant? Je pense que ça s'est beaucoup craquelé, mais vraiment. Et peut-être même trop. C'est-à-dire qu'en fait, je retrouve dans des discussions que j'ai pu avoir avec des femmes, un espèce de alors rejet, je ne sais pas si c'est le terme, mais une vision de l'homme qui est quand même assez dégradée. Et ça, c'est quand même, enfin ça m'a interpellée, parce que, encore une fois, je le dis, moi je suis pas contre les hommes, j'adore les hommes, j'ai beaucoup d'amis qui sont des hommes, et voilà, mais simplement, en tant que femme, on n'est pas des princesses parfaites, les hommes ne sont pas des princes parfaits. Et si, en fait, ce que je vois surtout, c'est des traumatismes. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ont été traumatisées par un comportement. On parlait du ghosting tout à l'heure, mais ça peut être autre chose. Et qui, du coup, font une généralité en disant, enfin, vraiment en méprisant les hommes. Et en fait, j'ai envie, enfin, pour répondre à ta question, de te dire que ça s'est complètement inversé, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de quête du prince charmant. C'est un pis-aller, quoi, tu vois. C'est bon, on va essayer de prendre le moins pire. C'est un peu triste aussi quand même. Oui, quand même, je trouve. Ouais. Oui, parce que du coup, on perd un idéal. Un idéal, c'est comme un but à atteindre. Et un idéal, c'est pas forcément la perfection générale. C'est la personne qui est le plus adéquate et adaptée, et réciproquement, pour créer de belles choses, quoi. Ouais. Donc, j'espère que les mentalités au féminin vont évoluer, et les mentalités au
au masculin également pour créer de belles choses. Parce que c'est un livre d'espoir finalement que tu écris là, dans le domaine amoureux. Oui, bah, en fait, je termine par, justement ce couple sacré et pour moi, je crois qu'il y a vraiment un travail de guérison à faire. Mais, guérison qui passe, avant tout alors, j'en reviens toujours à cette question d'enfance, mais par l'éducation aussi. Et en fait, c'est pour ça, enfin, à mon avis, c'est les futures générations, entre guillemets, qui peuvent être sauvées. C'est-à-dire la manière dont les mamans, peuvent, élever leurs petits garçons, entre autres, parce qu'il y a malheureusement encore des cas où, même les petits garçons ne respectent pas l'intégrité, du corps des petites filles. Enfin, ça c'est un truc, Ouais. moi je suis vraiment, très choquée par, ce que je peux entendre et bah, aussi que les mamans, disent à leurs filles: «Enfin arrête de les biberonner avec, des histoires de princes charmants et de contes de fées, dès l'enfance», mais qu'il y ait des discussions qui sont un peu plus constructives en fait et plus aussi dans la tolérance peut-être de l'autre. En fait, leur apprendre à se respecter eux-mêmes, mais aussi, regarder l'autre avec bienveillance. Alors c'est pas évident, mais moi je pense vraiment que ça passe en tout cas par le plus jeune âge et en fait, c'est ça qui va décider, un petit peu de la manière dont on va pouvoir, rencontrer quelqu'un et construire quelque chose d'harmonieux. Sachant que ça demande du travail. Alors ça, c'est aussi quelque chose. C'est qu'il faut pas penser que c'est acquis et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Au début, il y a les hormones qui jouent leur rôle, on est, voilà, amoureux, amoureuse, on est persuadé que ça va durer toute la vie. Mais finalement, enfin, ce que je vois beaucoup et ce que j'ai appris en écrivant ce livre, c'est que ça demande des efforts et un travail et une communication. C'est peut-être pour moi, s'il y a un mot à retenir, c'est communication, entre les 2 pour, que ça puisse, se prolonger, tenir et donner au final quelque chose de beau. Mmh. Oui, la communication, ça me semble essentiel et la plupart des couples que j'accompagne et des personnes que j'accompagne, c'est souvent le manque de communication qui, qui fait que ben il y a des Mmh. distances qui se font, des mécompréhensions. C'est vraiment important. Donc, je te rejoins tout à fait que tu mettes en avant ce sujet-là comme un sujet vraiment à prendre en considération importante. Mmh. On arrive presque à la fin de notre émission. J'avais juste une question comme ça, parce qu'on voit aussi la télé hein, qui ramène pas mal de choses. Mais penses-tu que l'amour peut se créer au premier regard? Que l'amour puisse se créer. Moi, je dirais, que l'amour, apparaisse, enfin, soit, tout simplement, au premier regard, oui. Oui, ça, j'y crois. J'y crois. Ok. Eh bien, écoute, Non, non, si mais tu as eu j'y cette expérience, peut-être. Mais oui, non, mais justement, c'est quelque chose de complètement dingue. Enfin, c'est au premier regard et après, il y a eu beaucoup de difficultés, mais finalement, bah, ça se crée, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est une création, l'amour et c'est ça qui est excitant, c'est qu'en fait, on est vraiment, voilà, on est artiste de cette relation, l'un et l'autre, donc mais je pense que l'amour peut être vraiment, peut exister au premier regard, ouais. Ouais. Et se poursuivre au-delà des 3 ans dont on a Ah l'habitude oui, de oui, dire oui, que oui. la chimie, une fois qu'elle est calme, après, c'est foutu. Mais Ah non. oui, oui, non, non, mais bien sûr, mais d'où l'intérêt aussi alors attends, l'amour peut c'est parce qu'après, quand on dit au premier regard, ça peut supposer que c'est que physique, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière, très, très vite. Ça, c'est sûr et ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre le temps de se connaître. Ça, c'est évident, mais quand on a la chance d'avoir, ce premier regard qui nous dit quelque chose et que c'est confirmé ensuite par, différentes qualités qui sont essentielles, moi, je trouve ça magique, et il faut en prendre soin et surtout, encore une fois, dans cette société où on a tendance à tout jeter très vite, à la première dispute, bon, j'ai envie de mettre en garde en disant: «Mais si vous avez ce trésor, prenez-en enfin, oui, prenez-en soin et chouchoutez cette relation
qui est un vrai cadeau, mais c'est aussi pour nous, c'est notre épanouissement personnel. C'est vraiment, ça nourrit l'être humain, l'amour, de toute façon. En tout cas, Aurélie, merci pour ce beau message de fin. Je réaffiche la couverture de ton livre, donc je vous invite vraiment à aller explorer, qu'on soit femme ou homme. Hein. Ça permet aussi de mieux comprendre, se connaître, voir un peu l'évolution amoureuse aux éditions Guitry et Daniel. Merci 10 000 fois Aurélie pour ce bon moment passé ensemble. Merci à toi, merci à tous. Merci à vous d'être présents là ou dans le replay plus tard et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée au moment où vous verrez l'émission. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo et puis surtout prenez soin de vous et développez cette confiance dans que c'est possible qu'un amour sain, respectueux soit possible un jour dans votre vie. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Mais gardez quand même votre discernement. Voilà. Voilà nos avis de fin d'émission. Bisous à tout le monde. Bonne soirée, au revoir.